Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, en fait, je vais tout simplement répondre à toutes vos questions sur ma série documentaire Humanité. Du coup, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo face cam. Ok, du coup, ton parcours rapide. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui tombent sur mon documentaire et qui ne savent absolument pas qui je suis, c'est normal. Donc en gros, j'ai fait un bac S, j'ai commencé la fac, j'ai abandonné la fac au bout de 2 mois, j'ai pris une année de césure et pendant cette année, j'ai eu l'occasion de bosser pour un quotidien qui s'appelle Midi Libre. Je suis devenue correspondante de presse sans avoir aucune expérience là-dedans. J'ai vraiment adoré et à partir de là, j'ai voulu faire des études de journalisme. Quand j'ai terminé mon école en novembre 2017, je me suis lancée dans un tour du monde de 8 mois seule. Le but c'était de partir seule avec ma caméra pour réaliser des documentaires et des reportages, photos et vidéos. C'est là que j'ai créé mon blog, Le Petit Reporter. Et du coup quand je suis rentrée de ce tour du monde, il fallait absolument que je trouve un projet, un truc qui allait me faire vibrer et qui allait être dans la continuité de tout ça et de ce que j'avais découvert un peu sur moi, sur mes envies. Et là je me suis dit, ok, je veux faire des documentaires, je veux aller dans certains pays du monde, je veux raconter des histoires, je veux raconter les histoires des autres. Le meilleur moyen, c'est de faire un documentaire. Pour moi, un documentaire, c'était pas assez, donc je voulais faire plusieurs documentaires. Et donc c'est là qu'est née l'idée d'une série documentaire et d'humanité. Le but, c'était de partir dans des pays différents pour raconter des histoires différentes, des quotidiens différents, et pouvoir partager tout ça avec vous. Est-ce que t'es avec une équipe ou t'es seule? Tout ce projet, c'est vraiment moi et moi seule qui l'ai monté. Je veux garder ma liberté en fait, tout simplement. Du coup, dans l'idée du projet, c'était moi toute seule. Et après, dans la réalisation du projet, c'est encore moi toute seule. Mais ça, c'est plus d'un point de vue budgétaire. Parce que s'il y avait un cadreur en plus avec moi, il faudrait le payer. Et j'ai pas le budget pour, en tout cas pas maintenant. En soi, j'aime beaucoup le fait d'être seul caméraman. Et je trouve que c'est vachement mieux que d'avoir une énorme équipe derrière. Je dis pas que j'aimerais pas, je pense que j'aimerais bien. Mais pour commencer, en tout cas, je trouvais ça chouette. Je trouvais ça bien plus naturel et bien plus fluide d'être seule avec mon invité. Pourquoi ces thèmes? Je voulais vraiment qu'il y ait des thèmes différents dans chaque épisode parce que le but de la série, c'est de montrer l'homme sous tous ses angles, sous plein d'angles différents, que ce soit les bons ou les mauvais. Donc vraiment, je pense que si vous avez vu les 3 épisodes, vous avez pu voir qu'ils sont chacun très différents les uns des autres. Clairement, dans le premier épisode, on est seul face à nous-mêmes et le but c'est de faire confiance aux inconnus. Dans le deuxième épisode, on reste un peu au même endroit et le but c'est de découvrir toute une culture à part entière. Et enfin, le 3e épisode, encore une fois, on restait toujours au même endroit, mais là c'était pas forcément découvrir la culture, mais plutôt découvrir le quotidien de certaines personnes et comment des personnes vraiment dédient leur vie à aider les autres. Pourquoi ces pays? J'ai commencé par 3 pays que je connaissais déjà, que je connaissais très bien même, parce que c'était plus simple pour moi, dans la réalisation de mon projet, de me dire ok, je sais où je vais aller, je connais la culture, je sais à quoi ça ressemble sur place. Pour Haïti et pour la Tanzanie, je connais directement les gens qu'on va rencontrer. Donc c'était une simplicité, on va dire, dans un sens, de retourner dans des pays que je connaissais déjà. Pourquoi ces invités? J'ai essayé de penser à des invités, à des personnes dont les valeurs vraiment se rapprochaient au maximum du thème de l'épisode et de la culture des pays où on allait aller. Je voulais vraiment que ça paraisse naturel en fait, quand on était sur place, quand on allait rencontrer des gens. Et du coup, j'ai essayé avec Steven, avec Pauline et avec Adeline de choisir entre guillemets des personnes qui respectaient certaines valeurs. Je trouvais ça vraiment très important de ne pas partir avec n'importe qui. Et au final, je suis contente, je me suis pas trompée. Je pense que si vous avez vu les 3 épisodes, vous avez pu voir que autant Steven que Pauline que Adeline ont été tous très à l'aise par rapport à la caméra, par rapport aux gens qu'on a rencontrés, par rapport à la découverte d'un nouveau pays. Je pense que c'était super chouette et j'ai tout simplement essayé de suivre mon instinct et mon feeling pour partir avec des gens bien. Quel matériel j'ai utilisé? Alors, pour les tournages, je voulais vraiment partir léger. Simplement parce que, comme je l'ai dit avant, j'étais seule cadreuse. Donc je pouvais pas me trimballer des dizaines de kilos de matos. Donc mon boîtier c'est le Sony A7 III. Mon objectif c'est le 24-105 qui ouvre à f4. Et mon micro c'est un Rode VideoMic Pro. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de matériel. Je sais qu'il y a plein de photographes vidéastes qui partent avec énormément de matériel. Moi je suis du genre à aimer réussir à bosser avec un seul objectif, un seul boîtier, enfin vraiment peu de matériel dans les mains. Et au final je suis très contente du résultat parce que c'est la combinaison entre le Sony, l'objectif,
le micro et tout, ça donne vraiment un rendu que je trouve assez pro. Et vraiment, je suis super satisfaite du rendu. Si je pouvais changer une seule chose, ça serait pas le matériel sur le terrain, mais le matériel en post-prod. Avoir un micro plus spécialisé pour les voix off, parce que c'est vrai que j'ai pas un micro qui est parfait pour les voix off, ni un studio parfait pour les voix off, mais ça sera des trucs à améliorer pour la prochaine fois. Comment tu te rémunères? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que tout ce qui passe sur internet et sur les réseaux sociaux, que ce soit des photos ou des vidéos, comme vous y avez accès gratuitement, c'est comme si nous, c'était juste une passion, mais c'était pas forcément un métier. Alors que créer du contenu, ça demande énormément déjà d'investissement dans le matériel, et puis énormément de temps en amont, sur place et après. Oui, je suis rémunérée, et je suis rémunérée grâce au budget que j'ai débloqué auprès de mes partenaires. Et d'ailleurs, encore une fois, un énorme merci à l'assurance de voyage Chapka et au comparateur de vol Liligo d'avoir soutenu les 3 premiers épisodes de cette série. Clairement, c'est grâce à eux que ça a pu voir le jour, et c'est juste trop ouf. Donc clairement, dans le budget que j'ai pensé pour le projet, il y avait toute une partie pour le voyage en lui-même et toute une partie pour la rémunération et pour tout le boulot que ça demande. Est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est improvisé? C'est une bonne question. C'est un documentaire, donc clairement ce n'est pas un film. J'ai pas écrit des scènes ou quoi que ce soit, j'avais juste une trame à l'avance, parce qu'évidemment il faut pas non plus partir en total freestyle, parce que 52 minutes à remplir c'est assez compliqué, c'est assez long, surtout si on veut garder un rythme et que ça soit pas ennuyant au bout de 5 minutes. C'est là aussi que j'avais cette facilité en connaissant déjà les pays à l'avance. Je savais que j'allais vouloir faire des plans qui allaient ressembler à ça, je savais que je voulais quelques interviews sur tel ou tel point, et pour ça il faut quand même prendre le temps de réfléchir à l'avance. Comment choisir les moments à filmer ou non? J'avais un peu peur aussi parce que je voulais que ça soit 100% naturel. Clairement, tu vas pas dire aux gens, attendez, pause, laissez-moi faire mes réglages, allumer ma caméra et on est reparti. Donc non, clairement pas. En fait, j'avais littéralement ma caméra H24 à la main, prête à dégainer. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure, je sais pas, t'as vraiment des réflexes, et dès que quelqu'un va parler ou dès que t'arrives dans une certaine situation, quoi que ce soit, tu sais qu'il faut sortir la caméra parce qu'il peut y avoir des trucs chouettes. Après, de temps en temps, ça m'est arrivé de sortir la caméra, de filmer et puis absolument rien qui se passe, et bon bah t'as un rush de, je sais pas, 10 minutes et puis il se passe pas grand chose dessus, c'est pas grave. Comment les gens réagissent face à la caméra? Est-ce que tu demandes l'autorisation? Les gens réagissaient très bien à la caméra. Évidemment, à chaque fois que je prenais quelqu'un, je demandais l'autorisation. Donc par exemple au Kirghizistan c'était très spontané, donc dès qu'on rentrait par exemple dans une voiture pour faire du stop ou qu'on arrivait chez quelqu'un, j'expliquais vraiment que j'allais faire un documentaire. Alors la communication était assez dure parce qu'on parlait pas russe, mais les gens sont pas bêtes, il suffit de montrer la caméra, de montrer un petit peu qu'on filme et tout, et de dire c'est ok, et si les gens disent c'est ok, et si les gens disent non, là évidemment en aucun cas je les filme. Et même en Tanzanie où je connaissais très bien les gens qu'on allait rencontrer, à chaque fois que je ressortais la caméra, je faisais un petit geste genre c'est ok pour la caméra, ils me disaient ok ou non, et évidemment à chaque fois je respectais. Je pense que c'est ultra important de demander l'autorisation à quelqu'un avant de le filmer ou de le photographier, tout simplement parce que moi, si j'étais dans une situation où quelqu'un arrivait devant moi avec une caméra sans me demander quoi que ce soit, je le prendrais assez mal, alors que si la personne me demandait, je lui dirais tout de suite bah oui, y a pas de problème quoi. J'ai eu quelques refus, bon bah c'est pas très grave, les gens ils me disent non, je filme pas dans ces cas-là et puis c'est pas grave. Comment gérer le retour de voyage comme ça? C'est vrai que là pour le coup les 3 voyages ont été ultra intense en émotion. Donc quand on revient à la réalité, c'est un peu bizarre quand on se retrouve dans un appartement où on bouge plus, il n'y a plus des paysages de ouf, on rencontre plus beaucoup de monde, on fait plus forcément face à d'autres quotidiens, d'autres modes de vie. C'est vrai que c'est tout un process dans la tête. Et encore une fois, je pense que c'est avec l'habitude qu'on arrive à mieux gérer. C'est vrai qu'au tout début, quand je commençais à voyager, juste après ma majorité, à chaque fois que je rentrais de voyage, j'avais l'impression de me prendre une énorme claque dans la tête et j'avais beaucoup de mal à rebondir. Alors que maintenant, j'arrive vraiment à prendre du recul et à me dire « Ok, j'ai vécu toutes ces choses-là, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. » Mais il faut pas que ça me ronge et que ça me reste trop dans la tête parce que sinon au bout d'un moment on s'en sort pas en fait tout simplement. Il faut être capable, j'ai envie de dire un peu de faire le vide assez rapidement. Ce qui veut pas dire oublier ou faire en sorte que les choses qu'on a vécues soient derrière nous ou quoi que ce soit. Non, c'est juste faire en sorte que on prend ce qu'on a vécu mais ça nous écrase pas en fait.
on arrive quand même à reprendre notre vie du quotidien, tout en gardant toutes ces émotions et toutes ces histoires et toutes ces choses dans la tête et dans le cœur. Je pense que c'est une réflexion qui est super compliquée. Si vous avez déjà vécu ce genre d'émotions et de retours, peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous l'avez pas vécu, je pense que vous comprenez absolument pas ce que j'essaie de vous dire. Je suis désolée. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. Est-ce que tu gardes contact avec les gens sur place? Oui, j'essaye au maximum. Il faut savoir par exemple qu'au Kirghizistan, chaque personne qu'on a rencontrée en stop ou pour dormir chez eux, on a gardé soit un contact Instagram, soit un contact WhatsApp, soit un mail. Et c'est vrai que ça me fait plaisir à chaque fois de garder les contacts avec les gens, tout simplement déjà pour leur envoyer les photos que j'ai prises d'eux ou alors les documentaires pour qu'ils les voient par la suite, et puis aussi pour prendre des nouvelles et si jamais j'ai l'occasion de retourner dans le pays pour aller les voir, pour voir comment ça va pour eux, etc. Par exemple pour Haïti ou pour la Tanzanie, j'ai toujours gardé contact avec les gens sur place et je prends des nouvelles régulièrement. On s'envoie des photos, des petits mots, voilà. Je pense que c'est ultra important aussi de garder un lien avec les gens qu'on a rencontrés en voyage, surtout ceux avec qui on a vécu des moments très forts. Est-ce qu'on te verra plus dans les prochains épisodes? C'est vrai qu'on me voit très très peu dans les 3 premiers épisodes, quasiment pas même. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, premièrement, tout simplement parce que comme je suis la seule derrière la caméra, c'est un peu dur de m'auto-filmer. Je voulais vraiment que ça ressemble à des documentaires et pas forcément à des vlogs. Du coup, je voulais pas trop me filmer face cam. Donc il aurait fallu qu'une autre personne me filme dans certaines situations. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que j'ai vraiment envie de laisser la place aux autres. Les documentaires ne sont pas par rapport à moi, j'ai pas envie qu'on voit ma tête tout le temps. J'ai vraiment envie de m'effacer au profit des autres parce que ce qui est important, c'est de raconter l'histoire des gens que je rencontre, qu'on rencontre, et non pas la mienne, ou alors voir trop de choses sur moi, ça m'intéresse pas forcément. Donc c'est vrai que pour les prochains épisodes, j'aimerais bien faire en sorte qu'on me voit un tout petit peu plus. Quelques personnes m'ont dit, mais d'habitude sur Insta ou sur Facebook, on voit beaucoup tes réactions, t'interagis beaucoup, tu nous donnes beaucoup ton opinion, et là dans les épisodes pas du tout, et pour certaines personnes ça a manqué. Donc j'aimerais bien rajouter un tout petit peu plus de moi, mais je veux quand même pas qu'on me voit trop, parce que c'est vraiment pas le but. Pas trop dur de respecter les coutumes totalement différentes des nôtres, comme l'excision, les inégalités, la maltraitance, etc. C'est vrai que ça a choqué pas mal de personnes quand je parlais de certaines traditions ou certaines coutumes dans les pays où on est allé. Après, moi je pars du principe qu'il faut vraiment respecter les coutumes de chacun et les traditions de chacun. On peut pas arriver dans un pays et dire ce que vous faites c'est mal, nous on le fait bien, il faut le faire comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne conçois absolument pas. Donc c'est sûr que par exemple quand un Maasai va me dire moi si je veux faire l'amour à ma femme et qu'elle veut pas, je lui fais quand même et peu importe. Là, clairement, mon cœur il se serre très très fort et je me dis, ok. Je peux pas leur dire que c'est pas bien. À la limite, je peux essayer de comprendre pourquoi ils font comme ça. Je peux essayer d'ouvrir la discussion en disant que chez nous, on fait différemment parce que la femme, tout ça, voilà. Essayer d'expliquer vraiment les conséquences qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit. Mais ça reste un partage et le respect, et il faut accepter qu'on est tous différents, que ce soit par nos traditions, par nos religions, par nos gouvernements, par nos lois. Donc encore une fois, il faut réussir à encaisser, à garder en tête leur point de vue, mais à pas que ça nous mine le moral, parce que chez nous c'est différent et parce que chez nous on sait que ce sont des choses qui sont vraiment pas bien ou difficiles ou douloureuses. Encore une fois, c'est une question assez dure à répondre parce que c'est une réflexion très particulière. Ceux qui ont déjà été dans des situations pareilles où tu as des discussions avec des gens qui ont des opinions ou des coutumes totalement différentes aux tiennes vont peut-être plus me comprendre sur ce que j'essaie de dire. Qu'est-ce que tu veux changer pour la suite? Gros point, j'aimerais beaucoup travailler beaucoup plus sur ma voix off et avoir un studio d'enregistrement, enfin une sorte de studio d'enregistrement ou un micro de meilleure qualité pour les voix off, parce que c'est très important et c'est vrai que j'ai eu quelques remarques là-dessus et je suis totalement d'accord que ce qui pêche un peu c'est la voix off, mais en même temps ça pouvait pas être parfait et je suis contente qu'il y ait des améliorations à faire. Du coup ça serait ça et peut-être, comme je l'ai dit avant aussi, que je puisse apparaître un petit peu plus dans les documentaires pour pouvoir peut-être plus partager mes idées ou mes réflexions par rapport aux situations qu'on vit, tout simplement. Les prochains épisodes, c'est pour quand? Donc là, j'ai déjà partagé les 3 épisodes que j'ai tournés et montés. Il faut savoir que Humanité, ça se décline en différentes saisons. Enfin, j'aimerais bien en tout cas qu'il y ait plusieurs saisons. Et chaque saison se divise en 6 épisodes. Donc là, j'avais réussi à trouver le budget pour réaliser 3 épisodes.
Donc en soi, il reste 3 autres épisodes pour boucler la première saison. J'aimerais beaucoup réussir à trouver des partenaires pour me suivre sur la suite de cette aventure. Quand est-ce que ça va pouvoir être fait, je n'en ai aucune idée, mais je bosse déjà sur la suite. Pas de peur entre le stop et le dodo chez l'habitant. Non, tout simplement parce que moi de base, je suis très habituée à faire ce genre de voyage, donc le voyage où tu fais confiance aux inconnus. Pendant tout mon tour du monde, j'ai dormi 80% du temps chez l'habitant. Et j'ai fait énormément de stops, donc je suis très habituée à ce mode de voyage. Je l'adore vraiment parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rencontrer les locaux et de vivre tout un tas d'aventures qu'on vivrait jamais si on était tout seul dans notre voiture et que chaque soir on allait à l'hôtel. Ce qui est bien aussi, je me dirais. Donc clairement non, j'avais pas du tout d'appréhension face à ça. Et Steven, qui avait fait aussi un tour du monde un peu dans le même style, très proche des locaux, encore une fois, lui non plus n'avait aucune appréhension face au stop ou au fait de dormir chez l'habitant. Même quand les gens ont l'air un petit peu alcoolisés ou un petit peu énervés ou quoi que ce soit, en fait il suffit de faire un petit peu de la psychologie inversée et tant qu'on arrive à prendre du recul pour analyser la situation, moi j'ai l'impression qu'on peut toujours plus ou moins s'en sortir et faire en sorte que ça se passe bien. Est-ce que vous avez donné des tips pendant le voyage au Kirghizistan, je le rappelle. Du coup, c'est vrai que pendant ce voyage, on fait que appel à la générosité des gens en fait. Le but, c'était de pas utiliser notre téléphone et de se dire on va jamais payer un taxi, on va jamais prendre un bus, on va jamais payer un hôtel parce qu'on veut tout simplement faire un voyage avec les locaux. Du coup, nous, on est parti du principe que si quelqu'un t'offre quelque chose, te propose son aide et vraiment montre toute l'hospitalité qu'il a, si tu lui donnes de l'argent, ça casse tout le truc. Et d'ailleurs Steven en parle très bien dans le documentaire, c'est que t'as plus du tout cette relation d'ami à ami, mais vraiment tu deviens un client en fait. Dans un sens, tu sais que le pays est assez pauvre et t'aurais envie de donner un petit peu d'argent. Mais dis-toi que cette personne, la prochaine fois qu'elle va aider un voyageur, elle le fera en attendant de pouvoir recevoir quelque chose en échange. Et ça sera pas juste une aide à proposer, mais ça sera plutôt quelque chose fait avec intérêt et je trouve ça vraiment dommage de casser ce côté-là. Il faut vraiment penser au futur, à ce qu'il y a après et au fait que ça peut briser un petit peu justement le sens premier de l'hospitalité. Question sur la Tanzanie. Comment tu as rencontré Ibra et la famille Massaï la première fois? Alors pour ceux qui ne me suivent pas forcément depuis très longtemps, Ibra et cette famille Massaï, je les ai rencontrés il y a 2 ans, pendant mon tour du monde. La Tanzanie était l'un des derniers pays que j'allais visiter et je voulais vraiment pouvoir vivre une expérience authentique comme je faisais à peu près dans chaque pays où j'allais. Donc avant d'arriver en Tanzanie, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée complètement par hasard sur le profil d'Ibra et de sa femme Fanny. C'est un couple franco-tanzanien, franco-massaï même, qui ont ouvert une petite guest house dans le centre de la Tanzanie. Il faut savoir qu'Ibra, il a vécu quasiment toute sa vie dans ce village et il en est parti vraiment une fois qu'il a rencontré Fanny. Mais il vit à 1h30 de route de son village et il adore y retourner pour revoir sa famille, ses amis et tout simplement se replonger à chaque fois dans la culture Maasai. Et il m'a emmenée la première fois 1 semaine seule dans son village et j'ai vraiment vécu au sein de cette famille avec eux chaque jour en totale immersion. Et depuis, j'y suis retournée 5 fois parce que j'ai juste rencontré des gens qui sont ancrés en moi et dans mon cœur et pour qui j'ai un énorme attachement. Donc je trouvais ça super important de pouvoir faire mon documentaire sur leur culture que j'aime tellement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions sur ma série documentaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez pu prendre le temps de regarder les 3 épisodes. Si c'est pas le cas, allez-y et dépêchez-vous. Si vous avez eu le temps de les regarder, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu et surtout qu'ils vous ont appris des choses. Et je vous dis à très vite pour peut-être la suite de la série. Ah oui, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. Enfin tu sais tout ça sur YouTube quoi.